Merci d'abord de m'avoir invité. Je vais très rapidement réagir un peu sur ce qu'a dit Arnaud et aussi sur ce que nous a dit Tom. Évidemment, quand on est dans un pays comme la Belgique et qu'on est face à un pays comme le Congo qui frôle les 2 chiffres pour la croissance, on est relativement perplexe. Parce qu'on a rarement vu un pays avec une croissance aussi forte et pour laquelle pratiquement rien n'a changé pour les populations. Cela voudrait dire que, en fait, alors que nos livres renseignent bien qu'il y a des chiffres qui ont augmenté, il y a des valeurs qui ont augmenté. Au-delà de ça, on regarde vers les individus, on regarde vers l'État, et Arnaud l'a bien souligné tout à l'heure, rien n'a changé. Cela voudrait dire que nous sommes toujours pratiquement dans la même situation. Maintenant, quand Tom nous dit par exemple que on sent des frémissements, que dans la partie par exemple scolarisation, on voit que ça commence à aller. Mais entre nous, quand on est dans un pays africain, qu'on regarde les chiffres que nous avons, regardons simplement comparativement les mêmes genres de pays africains qui ont à peu près plus ou moins le même taux de croissance. L'impact sur le social est absolument formidable. Et c'est ça la réalité. Et lorsqu'on voit, par exemple, aujourd'hui qu'il y a un peu plus d'enfants qui vont à l'école, c'est peut-être simplement parce qu'il y a un peu plus de poches de paix. Et que donc, automatiquement et naturellement par inertie, il y a des enfants qui vont à l'école. Non pas parce que le gouvernement a fait en sorte qu'on aille vers l'école, mais simplement parce que naturellement, aujourd'hui, puisque je ne peux plus me cacher dans ma forêt, le jour suivant, je vais à l'école. Et donc, quand on va comptabiliser le nombre de jours de scolarité des enfants, cela va évidemment avoir un impact. Et le petit frémissement que vous voyez là, pour moi, en partie est aussi dû à cela. Ça, c'est une première chose. Maintenant, revenons. Quand on a un pays comme le Congo, un pays comme la Belgique espère, mais alors espère et s'attend à simplement 2 petits points de pourcent de croissance. Parce que le jour où en Belgique nous aurons ça, le nombre de chômeurs d'une manière ou d'une autre ira vers la baisse. Chez nous, nous pouvons dépasser et nous allons dépasser les 10%. Mais pas grand-chose ne va se passer. Et donc peut-être que le problème est finalement ailleurs. Et donc je ne vais pas rester sur ce genre de considération dans un milieu comme celui des Congolais, parce que nous vivons dans ce marasme et dans ces éléments économiques qui sont absolument merveilleux. Nous vivons dedans et nous savons que rien n'a changé. Donc le problème se trouve peut-être ailleurs. Et fondamentalement, pour moi, un des éléments reste malgré tout toujours du côté de la gouvernance. Et donc finalement le problème est le même. Quand aujourd'hui nous voyons des personnes comme le président Kamere ici venir faire le plaidoyer pour un meilleur Congo, malheureusement comme nous avons vu tout à l'heure que pas grand-chose n'a changé dans les poches de l'État, demain nous verrons Malou Malou et les autres venir faire la même chose simplement parce qu'il va falloir réaliser ce que nous avons appelé notre programme électoral qui va arriver. Et donc je voudrais plus me concentrer sur cette partie-là. Le fait simplement que nous avons devant nous un pays qui reste un pays en marasme, ce n'est plus à cause de la guerre, même si cela l'est, mais maintenant on voit réellement, hier nous pouvions nous dire que c'est la guerre qui fait ça. Aujourd'hui, non pas que la guerre s'est arrêtée, mais elle est circonscrite, elle est concentrée. Donc cela voulait dire que l'élément que nous avions laissé tomber, qui est de la gouvernance, reste un élément fondamental. Et donc, quand nous sommes dans un milieu comme celui-ci, parmi les Congolais, et que nous voyons arriver le président Kamere, nous sommes tous dans ce que va devenir le Congo. C'est-à-dire qu'il faut que ça change. Et pour que ça change, cela voudrait dire que c'est simplement nous entrons directement et en plein, même si c'est le deuxième panel qui en parlera surtout, nous entrons en plein vers le processus électoral. Et nous savons tous que nous sommes aujourd'hui, dans un mois, les dépôts des candidatures vont commencer. Mais jusqu'en juillet, pour tout ce qui est, jusqu'en juin, pardon, pour tout ce qui est provincial, ainsi de suite. Donc cela commence. Cela veut dire qu'il va y avoir des élections et il va y avoir des campagnes. Tout à l'heure, Arnaud a insisté sur le fait que, globalement, au sein de la population, pas grand-chose n'a changé. Donc il y a très peu de gens qui ont acquis un peu plus de moyens. Cela voudrait dire que ceux qui vont pouvoir concourir
sont toujours les mêmes que ceux qui étaient là. Et donc, demain, nous allons encore voter uniquement et malheureusement pour exactement les mêmes personnes, d'autant plus que nous nous sommes arrangés dans notre nouvelle loi électorale pour réajuster vers la hausse la contribution nécessaire pour être candidat. Ça, c'est la question d'ensemble. Et nous sommes vraiment là-dessus. Alors, c'est que je me dis, moi, même si le panel qui va venir va entrer dans les détails, et je vais essayer de terminer par là, c'est simplement de voir notre capacité à réaliser cette opération majeure et la seule vers laquelle nous sommes tournés aujourd'hui, ce changement qui passe nécessairement par des élections. Est-ce que nous sommes capables de le faire pour l'année prochaine? Et tout le processus est censé se terminer en décembre 2016. Et nous allons, en 1 an et demi, réaliser ce que nous n'avons pas pu faire pendant 12 ans. Nous allons pouvoir le faire. Et avec des moyens qui n'ont pas augmenté, malheureusement. C'est toutes ces choses-là. Alors, je voudrais simplement dire ici, si nous avions eu un peu plus de temps, j'allais simplement me dire, en 2011, nous avons eu des élections. Est-ce que nous serons capables de faire aujourd'hui, demain, des meilleures élections que celles que nous avions eues? Alors, dans ces conditions, je regarde simplement, on a eu des observateurs. Le CNCD avait aussi un certain nombre d'observateurs sur le terrain ERAC, ainsi de suite. Je les ai rencontrés parce que j'étais aussi observateur en cette période-là. Restons simplement sur ce que l'Union européenne, puisque l'Union européenne nous invite aussi, madame est en face de moi, nous invite aussi, regardons simplement. Il y a eu un rapport. Sur ce rapport, il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements. Et le mot dysfonctionnement est relativement faible. Mais soit, il y a eu des dysfonctionnements. Qu'est-ce qui a été fait depuis cette période-là pour que demain nous puissions avoir de meilleures élections? Malheureusement, nous ne sommes pas bien loin. Et donc, tout à l'heure, peut-être que ces genres d'éléments, nous devrions entrer dedans et pouvoir en discuter. Et je suis prêt de pouvoir aborder ce genre de situation sans pour cela effleurer la partie qui sera surtout menée par mon ami Paul qui est là en face. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Évidemment, parler des droits économiques et sociaux, comment en parler sans évoquer les droits civils et politiques, sans évoquer les élections, sans évoquer des questions qui sont en fait aussi au cœur de la coopération belge, la bonne gouvernance. Je pense que ça fait partie des priorités de la coopération belge. Je me tourne vers Arnaud Zacharie. Qu'est-ce que les ONG belges font depuis 2011 sur le terrain de la bonne gouvernance? Et puis, comment réagissez-vous aux propos de Pamouk? Donc, enfin, sur la... Moi, je n'aime pas du tout le terme de bonne gouvernance, hein, parce que c'est un terme fourre-tout, tout à fait vague, et qui a pour objectif de transposer dans les pays en développement les standards occidentaux. Or, on voit que dans différents endroits du monde, certains n'ont pas les mêmes standards que les standards occidentaux et pourtant ont des performances économiques et sociales très importantes et attirent y compris beaucoup d'investisseurs occidentaux, comme quoi il y a parfois des contradictions, y compris dans cette vision un peu paternaliste des choses. Donc ceci dit, tout l'enjeu, c'est la question de la construction d'un état de droit qui n'a jamais été achevé avec une justice indépendante, avec des contre-pouvoirs démocratiques, y compris au niveau de la société civile. Donc nous, dans le cadre des prochaines élections, on travaille avec le réseau AIETA, qui est un peu un réseau de réseaux, en fait, des sociétés civiles congolaises. Donc il y a d'abord un travail avant tout d'éducation civique. Pourquoi? Parce que malheureusement, ce qu'on vient d'expliquer sur l'expérience de 2011, a rendu un peu les populations congolaises fatalistes par rapport au processus électoral. Tout ça pour ça, hein, c'est un peu la conclusion de tout ce processus. Et donc, il y a ce fatalisme est problématique en soi, puisqu'il n'y a plus vraiment, il n'y a plus un souffle d'espoir généralisé sur les retombées positives que pourrait avoir un processus électoral complet. Et donc, ça veut dire faire tout ce travail de terrain, d'éducation civique, y compris au niveau local, parce que
on le sait, je veux dire, ces élections locales qu'on attend depuis de nombreuses années maintenant ne sont pas du tout une priorité, qu'on se focalise toujours sur l'élection présidentielle, mais je veux dire, un pays aussi gigantesque ne peut pas être géré par un seul homme, et il faut absolument avoir des autorités locales qui soient proches des citoyens pour pouvoir gérer les problèmes locaux. Il y a évidemment des problèmes nationaux très importants, on les évoquait tout à l'heure en termes d'emploi, de recettes fiscales, de développement agricole, etc. Mais je dirais, il faut absolument partir aussi de la base. Autrement, la distance entre le citoyen congolais et ses représentants politiques est beaucoup trop importante. Donc voilà, pour l'instant, en attendant de voir ce qui se passera ou pas en 2016, voir si le calendrier sera respecté, je veux dire, on travaille déjà depuis pas mal de temps sur cette éducation civique pour essayer de, en tout cas, c'est nos partenaires qui le font, nous on ne fait que les soutenir, pour essayer de mener ces débats avec les citoyens congolais pour et quand même conserver, je dirais, un intérêt dans ce processus, parce qu'il y en a un, mais évidemment, il faudrait que ça aboutisse à des résultats concrètement positifs et pas à ce chaos qu'on a connu en 2011.